Pourquoi, quand on regarde Le Seigneur des Anneaux ou One Piece, le monde où se déroule l'histoire nous paraît cohérent et nous donne envie d'y croire? Qu'est-ce qui fait que ce monde peuplé d'elfes, de nains et de hobbits fait parfaitement sens et est autant cohérent que ce monde où l'on peut parler sur de grandes distances grâce à un escargot? Alors là, peut-être que certains d'entre vous vont me parler de la suspension d'incrédulité, c'est-à-dire que l'on suspend son jugement si l'histoire que l'on lit ou que l'on regarde nous paraît vraisemblable et intéressante. Et oui, effectivement, on a un monde cohérent qui fait que l'on accepte la vraisemblance qu'on nous présente. Mais du coup, j'ai une autre question. Comment on crée cette vraisemblance et cette cohérence globale, même dans des mondes comme celui de One Piece où il y a des choses toutes plus invraisemblables les unes que les autres? Et même dans Le Seigneur des Anneaux, je veux dire, pour que j'accepte ça, que j'y croie, il faut que j'ai des raisons de me dire que c'est normal, ou alors que j'ai quelque chose qui me permette de me raccrocher au monde qu'on me présente, malgré cette invraisemblance, ou en tout cas cette vraisemblance discutable. Et ici, on va plutôt s'intéresser au deuxième cas, c'est-à-dire les éléments qui permettent de se raccrocher au monde, malgré que celui-ci soit totalement différent de ce que l'on vit au quotidien. Je ne prétends pas que je vais répondre totalement à cette question dans cette vidéo, mais je me dis que peut-être en tant que géographe, je peux apporter 2-3 réflexions un peu intéressantes. Bah oui, le boulot d'un géographe, c'est d'étudier le monde de plein de façons différentes. Et quand je dis monde, j'entends l'espace, de manière générale, et tout ce qu'il y a dedans, mais aussi comment ce qu'il y a dans cet espace influence le monde autant que l'inverse. Bref, je suis pas très précis, mais on n'étudie pas juste les fleuves et les capitales, c'est ça qu'il faut retenir. United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica. No, God! Et je pense que certaines choses qu'on voit en géographie et en sciences humaines et sociales de manière générale peuvent permettre de mieux saisir ce qui fait un monde de fantasy. Cette vidéo sera une vidéo essai, car je vais traiter ce sujet avec un angle subjectif. Mais je vais utiliser des concepts et théories de sciences humaines et sociales, et voir si ces concepts et théories permettent d'expliquer pourquoi on croit en ces mondes de fantasy, et surtout qu'est-ce qui fait qu'on va y croire. 私たちの上に落ちてきたあのガレオン星は本当にここに来ていたのね。彼らは200年も前にこの景色を見ていたんだわ。Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. Je ne sais pas s'il est encore utile de présenter Le Seigneur des Anneaux, cette trilogie de films de Peter Jackson sortie entre 2001 et 2003 et adaptée des livres du même nom de Tolkien sortis en 1954 et 1955. L'histoire se déroule dans un monde appelé la Terre du Milieu, et suit les aventures de Frodon dans sa quête pour détruire l'anneau unique, source du pouvoir de Sauron. Il sera accompagné par divers compagnons qui auront eux-mêmes leurs propres défis à affronter, et leur lot de batailles épiques pour espérer vaincre une fois pour toutes le Seigneur du Mal. Moi qui dis Luffy, je serai le roi des pirates. One Piece est un manga créé par Eiichiro Oda en 1997 et diffusé en animé à partir de 1999. Dans un monde majoritairement composé d'eau, nous suivons Luffy, un jeune homme qui souhaite devenir le roi des pirates en trouvant le One Piece, le trésor de Goldie Roger. Pour cela, il va recruter de nombreux compagnons en route et affronter beaucoup de dangers, dans un monde où tout semble possible. L'anime et le manga sont au moment où j'écris ces lignes encore en diffusion et ne semblent pas proches de la fin. Les deux mondes où se déroulent ces histoires sont très intéressants pour parler de la construction de mondes de fantasy, parce qu'ils sont à la fois semblables sur certains points, mais en même temps très différents, et surtout ils font rêver des millions de personnes à travers le monde. Alors pour cette première vidéo, on va s'intéresser au monde de One Piece et du Seigneur des Anneaux. Pour Frodon. « 今の君らには何もできやしない。ゆっくりと世界を見渡したその後に導き出す答えが我々と同じとも限らない。それでも聞きたいというならば、この世界のすべてを今話そう。」 Pour commencer, penchons-nous sur ce que c'est de créer un monde, ou ce qu'on appelle plus communément le world building en littérature, cinéma, jeux vidéo ou jeux de rôle. Déjà, quand on parle du monde du Seigneur des Anneaux ou de One Piece, on parle de monde secondaire, c'est-à-dire d'un monde différent du nôtre, à ne pas confondre avec par exemple le monde d'Harry Potter, qui est un monde primaire, semblable au nôtre à un niveau macro, avec des différences au niveau micro. Et par fantasy, on entend une œuvre qui va faire intervenir des phénomènes surnaturels, dans un monde qui n'est pas le nôtre,
à une époque où la technologie va correspondre à celle de notre époque médiévale ou de la Renaissance, avec des anachronismes, et encore, ça peut varier. Et peut-être que ça ne vous surprendra pas, mais celui qui a révolutionné le game dans les années 30, c'est Tolkien. Bah oui, parce qu'avant Tolkien, on partait de la logique de ce bon vieil Aristote, qui considérait que ce qui comptait avant tout, c'était le scénario et l'action, mythos et praxis. Mais avec Tolkien, c'était l'inverse. Le monde vient en premier, et ensuite les choses arrivent. Il avait porté le concept très loin, puisqu'au-delà de créer une langue, ce qui est déjà badass, il a commencé à écrire dès les années 1910 le Silmarillion, la jeunesse de son monde, soit plusieurs années avant de commencer la rédaction du Hobbit, et il le travaillera jusqu'à sa mort en 1973. Le livre sera ensuite publié à titre posthume. Well, for instance, this whole matter of the appendices, 100 pages, language, social customs, history. Normally, if you had been writing a history as a historian, all these would have existed on a card index before you ever began to write. Yeah. Is this true for the Very Lord of much the so, Rings? yes. One thing that, for instance, in the remarks you made at the beginning was the fact that time passed and the hobbits grew into this world. As a matter of fact, what really happened was that, because having already constructed the world, they became drawn into it. The world was constructed like a model aeroplane. No, but it existed in Posthe in a large scale plan before The Hobbit was written. The Hobbit was in fact originally an attempt to write something outside it and grew into it. So that you had literally invented the world before you even wrote The Hobbit? Oh yes, indeed. Why? Le world building arrive auprès du grand public avec la première édition de Donjons et Dragons en 1974. Maintenant, les maîtres du jeu peuvent aussi imaginer leur monde et le faire évoluer dans plusieurs centaines de pages de lore, que leurs joueurs ne verront jamais parce qu'ils ne sont pas foutus de réussir leur jet d'histoire. L'objectif du world building, dans Donjons et Dragons, mais aussi dans le world building de Tolkien et de toutes les œuvres qui ont suivi, c'est que les personnes, joueurs, spectateurs, lecteurs, ne s'engagent pas seulement avec les personnages et le scénario, mais aussi avec le monde. C'est cet engagement qui est recherché par les auteurs, scénaristes ou maîtres du jeu. Parce qu'il faut bien comprendre que le world building n'est pas qu'une construction fixe, mais un processus, et qu'il ne désigne pas que la construction du monde par l'auteur. Il y a 3 sortes de world building. Le world building de l'auteur, c'est-à-dire construire le monde pour le récit, avec tous les détails, c'est ce qu'a fait Tolkien, c'est aussi ce que vous faites quand vous créez un monde pour votre jeu de rôle, c'est celui auquel on pense le plus lorsque l'on parle de world building. En l'année 3434 du Deuxième Âge, voici le récit d'Isildur, grand roi du Gondor, qui découvrit l'anneau de pouvoir. Mais il y a aussi le world building du lecteur ou spectateur, qui va créer le monde dans son esprit au fur et à mesure qu'il le découvre. Oui, parce qu'en imaginant le monde ou en essayant de le comprendre, on le construit aussi. On le construit par rapport à ce que l'on voit, mais aussi par rapport à ce que l'on ne voit pas, et que l'on va imaginer. Au final, quand l'auteur crée son monde, il doit aussi prendre en compte la manière dont le lecteur ou le spectateur va le découvrir, ce qu'il va en comprendre et imaginer, car ça participera aussi à lui donner envie de s'engager avec ce monde, dans la mesure où il deviendra son monde grâce à son world building. Et enfin, on trouve aussi un world building critique, dans le sens où on va être davantage dans de l'analyse, comprendre ce que chaque élément fait, comment il le fait, et les effets de ces éléments sur le monde. Les éléments dans le world building, c'est tout ce qui compose votre monde, allant de la topographie, la faune, la flore, les groupes sociaux, les factions politiques, les religions, etc., etc. Chaque élément est important dans la construction du monde, car il est en interaction avec les autres. On parle d'architecture du monde. Les éléments vont être structurants entre eux et pour le monde, dans le sens où ces éléments vont avoir une fonction, une forme et une signification, qui par ailleurs n'auront peut-être pas d'importance pour l'histoire, mais font quand même partie intégrante du monde, et du lore, c'est-à-dire de l'histoire du monde. Par exemple, on pourrait retirer le langage des elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Ça n'affecterait pas tant que ça l'histoire, mais le monde serait moins engageant, il manquerait quelque chose. Pour paraphraser Ekman et Taylor, 2 auteurs ayant travaillé sur le world building, chaque détail agit comme la pointe d'un iceberg qui cache quelque chose de plus grand, des implications sous-jacentes, quelque chose qui va continuer lorsque les personnages auront avancé, car le monde ne s'arrête pas avec eux ou avec leur histoire. Ici J. Balin, fils de Fandin, seigneur de la Moria. Il est mort. C'est ce que je craignais.
On va donc commencer par là, par ces éléments qui font le monde et participent à son architecture et sa construction, en posant une question simple. Pourquoi ces éléments aident un spectateur, ou un lecteur, ou un joueur de jeux de rôle, ou de jeux vidéo, à s'engager avec le monde? Ici, on va donc être dans un world building critique, puisqu'on va être dans de l'analyse des mondes de One Piece et du Seigneur des Anneaux. Mais on va aussi prendre le point de vue du spectateur qui découvre le monde au fur et à mesure. あのバッジを見ろ海賊どもあのマークは4つの海とグランドラインにある170カ国以上の加盟国の結束を示すものこれが世界だ立てつくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか Si vous connaissez bien le Seigneur des Anneaux et que je vous parle de la comté ou de Hobbitbourg, vous allez avoir une image qui se dessine dans votre tête. De hobbits qui fument une pipe, de prairies verdoyantes, de petites maisons, un peu comme ça, et wow! C'est sûr que c'est moins vendeur. Ce que vous voyez, c'est Hobbitbourg, mais Hobbitbourg en Nouvelle-Zélande, qui a servi de lieu de tournage pour le Seigneur des Anneaux. Après, ils l'ont laissé là et c'est devenu un lieu touristique majeur de la Nouvelle-Zélande. Sauf que voilà, je sais pas pour vous, mais pour moi, ces images, c'est pas la comté. En tout cas, c'est pas la représentation que j'ai de la comté. Une représentation sociale est une construction intellectuelle collective qui donne du sens au monde qui nous entoure, dans lequel nous vivons, et qui nous permet d'agir sur celui-ci dans celui-ci. Par leur fonction de savoir, les représentations nous permettent de comprendre et d'expliquer la réalité. Les représentations sociales donnent du sens au réel et aux expériences que nous vivons. Elles permettent entre autres de créer des catégories, de conceptualiser de manière spontanée afin de pouvoir lire le réel. Nous avons tous des représentations concernant la fantasy, mais les images d'Hobbitbourg perdent cet aspect de fantasy quand on y ajoute des touristes, parce que contrairement au Hobbit et à la comté des films, le Hobbitbourg de Nouvelle-Zélande s'éloigne de nos représentations, d'où un peu ce sentiment de malaise en regardant ces images. Vous voulez faire le test? Demandez à quoi pensent vos amis quand vous leur parlez d'Heroic Fantasy. Il y aura sûrement des dragons, des chevaliers... Peut-être même qu'ils vont vous citer le Seigneur des Anneaux, notamment parce que c'est ce qui a forgé le genre, et la plupart des représentations qu'on a de la fantasy moderne viennent de là. Les elfes, leurs grâces et leurs oreilles pointues, les nains bourrus mais néanmoins sympathiques, le Seigneur du Mal qui veut conquérir le monde, le mec qui paye pas de mine comme ça mais qui a un destin hors du commun. Nous avons ces codes, et nous sommes plus à l'aise quand on fait face à une œuvre qui coche ces représentations qu'on a de la fantasy, qu'on va pouvoir reconnaître et qui vont nous permettre de nous approprier plus facilement le monde et également de le trouver davantage vraisemblable. Et là, vous vous dites, mais One Piece, c'est pas du tout dans mes représentations de la fantasy. Oui, mais c'est plus compliqué. Aux premiers abords, on peut se dire que, effectivement, les escargots qui parlent et les hommes élastiques, ce n'est pas commun dans les univers de fantasy. Mais One Piece emprunte beaucoup à d'autres histoires traditionnelles, les histoires de pirates notamment, ces corsaires qui s'affranchissent du gouvernement pour aller chercher un trésor. Mais ce n'est pas le plus important, il faut aussi remettre les œuvres dans les contextes dans lesquels elles ont été créées. Et One Piece, contrairement au Seigneur des Anneaux, n'est pas une œuvre occidentale, c'est une œuvre japonaise. Plus spécifiquement, c'est un shonen, et donc elle va être plus susceptible de reprendre des codes d'œuvres japonaises que d'œuvres occidentales. Et en plus, elle ne vise pas à plaire à un public fan de fantasy, et va correspondre à d'autres représentations qu'on se fait des shonen, au hasard, le jeune homme qui va devenir de plus en plus fort au fil de l'aventure pour réaliser son rêve, des méga combats, etc. Mais One Piece n'en reste pas moins une œuvre de fantasy, juste elle va se servir d'autres codes et d'autres représentations venant de cultures non occidentales, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une œuvre et un monde drastiquement différents de celui du Seigneur des Anneaux. Et comme on l'a vu avec le Seigneur des Anneaux, les œuvres participent aussi à façonner leur genre, potentiellement en modifiant progressivement les représentations. C'est avec les films de Peter Jackson qu'un large public va découvrir pour la première fois la fantasy et le Seigneur des Anneaux, sans peut-être n'avoir jamais lu Tolkien ou une autre œuvre de fantasy. Dans l'imaginaire de beaucoup de monde, ça a participé à forger une représentation et à définir des codes, qui vont petit à petit bouger, par exemple 10 ans plus tard, avec l'arrivée de Game of Thrones, et de son médiéval fantastique plus sombre et tourné vers la politique. Aujourd'hui, avoir une série de fantasy sombre et intégrant des éléments de politique ne nous paraît pas nouveau, ça nous paraît presque évident, et pourtant Game of Thrones à l'époque redéfinissait le genre en s'éloignant drastiquement du Seigneur des Anneaux et des représentations qu'on pouvait en avoir. Même si dans la littérature, ça faisait longtemps déjà qu'on avait ce type d'œuvre, le premier tome de Game of Thrones est d'ailleurs sorti en 93, soit 8 ans avant le premier film du Seigneur des Anneaux. Pour revenir à notre world building, les différents éléments sont liés à des représentations que l'on a de la fantasy et des shonen, et ces représentations nous aident à nous projeter dans le monde.
Au-delà des représentations qu'on peut avoir de la fantaisie, les éléments, et toutes les choses que l'on connaît et qui nous aident à faire sens dans le récit, sont appelés répertoires. Ce répertoire en fait marche comme un ensemble de symboles. En nous les montrant, le scénariste, l'auteur ou le maître du jeu nous aide à ressentir le monde en les rapprochant de sentiments et émotions similaires que l'on peut avoir dans la vraie vie, dans notre monde, en voyant ces mêmes symboles. Par exemple, dans le vrai monde, quand on voit une église, il y a tout un tas de symboles qui nous annoncent ce que c'est. Les vitraux, les croix véhiculent des messages, des images bien au-delà du simple objet. C'est ça qu'on appelle symbole, c'est un objet matériel ou immatériel ayant plus de signification que l'objet en lui-même. Même l'église en elle-même est un symbole, pas forcément que religieux d'ailleurs. Nombre d'églises sont au patrimoine historique et donc symbolisent une partie de l'histoire de France par exemple. Donc c'est pratique dans un objectif de world building d'avoir ce répertoire que l'on construit et qui est chargé de symboles qui véhiculent beaucoup de choses sans être obligé de les expliquer. C'est le cas des blasons notamment. L'arbre du Gondor par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, il véhicule une image, un symbole que l'on comprend parce que c'est associé dans nos imaginaires aux soldats, aux maisons nobles, et dans l'univers du Seigneur des Anneaux, il a aussi une dimension symbolique. L'arbre vient de quelque part. Pourquoi c'est devenu le symbole de ce royaume humain ? Bref, ça participe doublement au world building en nous indiquant des choses et en nous en cachant d'autres. Souvenez-vous de la métaphore de l'iceberg de tout à l'heure. Gandalf ? Gandalf ? Oui, l'arbre blanc du Gondor. L'arbre du roi. Dans One Piece, c'est la même chose avec les drapeaux. Chacun est chargé de symbolique. C'est aussi pour ça que c'est autant un truc de fou quand les chapeaux de paille détruisent celui du gouvernement mondial. De la même manière qu'en France, vous pouvez être arrêté si vous brûlez le drapeau national. Les lieux, de manière générale, sont également hautement symboliques. Ils sont bâtis pour durer longtemps et vont donc servir de symboles. Ils sont marqués par leur époque et par qui les a bâtis, pourquoi ils ont été bâtis, etc. Un immeuble soviétique des années 70 en dit beaucoup plus sur la société qui l'a bâti que ce que pourrait laisser penser le béton gris qui vieillit mal. Khrouchtchevka et Brejnevka sont les produits bruts de la pensée fonctionnaliste en architecture, qui prône une correspondance parfaite entre forme et fonction des bâtiments. Par exemple, Minas Tirith rayonne de royauté et de grandeur. Symbole du Gondor, tout ce qu'il y a à dire sur Minas Tirith peut être identifié juste en la voyant, presque inconsciemment. Ça n'empêche pas qu'il y a un lore, qu'on peut le lire, qu'il est super intéressant, mais imaginez là, vous êtes au cinéma, vous ne connaissez pas du tout Tolkien et vous voyez ça. Vous allez saisir l'importance de la ville pour la Terre du Milieu rien qu'en la voyant. Et puis découvrir la ville par l'ascension de Gandalf. Et on arrive en haut et on voit cet arbre. Et là on comprend que quelque chose ne va pas. Parce que ça, c'est un autre symbole. C'est un cadeau, c'est un arbre qui n'est pas d'ici. Parce que des arbres blancs, vous n'en avez pas vu d'autres jusque-là dans le film. Par contre, globalement, les arbres et le blanc, ce sont des symboles positifs. Mais là, il est en train de mourir, non ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Là, vous voyez également comment un lieu, dans ce cas Minas Tirith, peut être un symbole, mais aussi influencé par d'autres symboles qui y sont présents. Si cet arbre qui est le symbole du Gondor meurt, c'est que la cité peut-être n'est pas si rayonnante qu'il n'y paraît. Deuxième exemple, cette fois-ci dans One Piece, et des exemples de marquage symbolique, c'est pas ça qui manque dans cet animé. Mais un des plus marquants, c'est l'arc de la guerre de Marineford. Le lieu est hautement symbolique, c'est le QG de la marine, là où tous les pirates craignent de se rendre, une place forte imprenable, symbole du bras armé des dragons célestes. Le symbole que représente le lieu où se déroule l'action est déjà très fort et va d'autant plus renforcer l'action. Si la guerre avait eu lieu dans un endroit quelconque, alors les événements auraient perdu une certaine valeur. Et cette valeur est aussi renforcée par les personnages présents. Toute la force de la marine est là. Les amiraux qu'on voit pour la première fois, tous les trois au même endroit, Ace, le frère de Luffy, le fils du roi des pirates qui risque de se faire exécuter, et l'homme le plus fort du monde qui attaque avec tout son équipage. Même si Marineford est symbolique, il n'y aurait pas eu le même enjeu sans ces personnages clés, qui représentent tous quelque chose de majeur dans le monde. Cet arc, globalement, est rempli à ne plus savoir quoi en faire de symboles visant à faire comprendre la bataille se déroulant devant nos yeux. Vous montrez à quelqu'un qui ne connaît pas One Piece cet arc, il arrivera à en comprendre les enjeux, car au-delà des codes classiques du shonen auxquels il pourra se raccrocher, les différents symboles vont lui permettre de s'engager avec le monde qu'on lui présente, parce que tout est fait pour lui véhiculer les images et messages dont il a besoin. Quelque chose d'intéressant est notamment la notion de paysage, c'est-à-dire une étendue, naturelle ou non, qui présente une certaine identité. Reprenons notre exemple du début avec Hobbitbourg.
On est bien sur un paysage particulier qui a été façonné par les hobbits, mélangeant des éléments naturels et artificiels, et qui est caractéristique des habitants de Bitbourg, car chargé de leur identité. Nous nous retrouvâmes devant une vision familière. Nous étions chez nous. Et on voit la différence avec les paysages du Rohan, par exemple, qui ont été façonnés par les habitants du Rohan par rapport à leur propre culture, notamment tournée en direction des chevaux. Les paysages peuvent révéler aussi beaucoup de choses, et comme les lieux qu'on a vus précédemment, être très symboliques. Et selon leur artificialisation ou non, leur forme, leur couleur, ce que les habitants du monde en ont fait, ils peuvent également rappeler certains de nos propres paysages, ou alors faire appel à des représentations que l'on en a pour jouer sur nos émotions. En tant que géographe, la symbolique des lieux et les représentations qu'ils peuvent diffuser sont intéressantes. Et en tant qu'auteur, scénariste ou maître du jeu, ça me paraît tout aussi pertinent de réfléchir à ces symboliques et représentations qu'il y a derrière les lieux qu'on met en place dans le monde, car cela va être important pour l'engagement des lecteurs, spectateurs ou joueurs. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. L'une après l'autre, les contrées libres de la terre du milieu tombèrent sous l'emprise de l'anneau. Mais il en fut certaines qui résistèrent. L'ultime alliance des hommes et des elfes entra en guerre contre les armées du Mordor, et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer la terre du milieu. Mais ensuite, ce n'est pas terminé. Il faut se poser la question de pourquoi ces lieux véhiculent ces représentations ou ces symboles. Pourquoi les habitants du monde les ont bâtis ? Ou au contraire, pourquoi ils ne les ont pas modifiés. Et donc on va aborder un élément qui me paraît central pour le world building, les rapports sociaux. Quand un auteur, scénariste, maître du jeu crée un monde, il le crée dans un certain contexte social, politique, économique. Et à travers son world building, on va voir aussi des aspects de notre monde que l'auteur a pu recréer plus ou moins consciemment et plus ou moins avec quelque chose à dire autour. Bien sûr, c'est facile d'identifier quand un auteur critique le totalitarisme ou valorise la liberté, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles. On va voir apparaître dans le monde de l'auteur des phénomènes sociaux bien de chez nous. Et ces phénomènes sociaux auxquels on peut se référer vont peut-être, en tout cas c'est ce que je pense, nous permettre de nous rattacher au monde malgré que celui-ci soit complètement différent du nôtre. On va sortir un peu de la géo, mais il y a un exemple qui me paraît intéressant. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, quand vous commencez une histoire de fantasy, la plupart du temps, le héros ne veut pas partir à l'aventure ? Il préfère rester dans son village, vivre une vie paisible, reprendre la ferme de ses parents, etc. On a aussi des cas où le héros veut partir à l'aventure mais se retrouve bloqué par son entourage, comme dans Star Wars avec Luke Skywalker. Et là, vous vous exclamez « Moi, si j'étais à sa place, je serais tout de suite parti à l'aventure !» Bah en fait c'est pas si sûr, au-delà du fait que vous éviteriez peut-être de partir à l'aventure dans un monde où on trouve littéralement des gens qui peuvent vous tuer juste parce que vous les avez mal regardés, voire juste parce que vous avez marché à côté d'eux au mauvais moment, il y a une chose qui vous empêcherait de partir, c'est la reproduction sociale. La reproduction sociale, c'est le phénomène qui fait que globalement vous êtes de la même position sociale que vos parents, ou alors pas très éloignés. Les fils d'ouvriers ont plus tendance à rester ouvriers et les fils de cadres à être cadres, pour faire très simple. Pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi? Pourquoi ils font ce qu'ils font? Pourquoi, par exemple, les fils de professeurs réussissent mieux à l'école que les fils d'ouvriers? Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social? Et pas autrement. Le monde social n'est pas une espèce de mouvement perpétuel, de changement permanent. Alors, parmi les facteurs de stabilité, de permanence, il y a évidemment la transmission du capital. Le papa riche peut donner de l'argent à son fils pour qu'il crée une entreprise. Et du coup, il va se reproduire. Il ne deviendra pas ouvrier. Mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a une autre forme de capital, qui est ce que j'appelle le capital culturel. C'est plus difficile à définir. C'est d'abord la langue, c'est tout ce qui va avec. C'est ce qui s'acquiert dans les familles cultivées, c'est ce qui s'acquiert en écoutant papa raconter
les histoires, en lisant les livres. Ça, c'est un capital, c'est-à-dire ce sont des ressources rares, inégalement distribuées, il y en a qui en ont plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donnent des profits. Bon, c'est des profits de rareté. Alors, le capital culturel est un élément très très important, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les sociétés contemporaines, développées, mais même les autres, la reproduction des inégalités se fait de plus en plus à travers la transmission du capital culturel. Et c'est pour ça que Hakim, le fils du forgeron, sera sans doute forgeron comme son père, et c'est aussi pour ça que globalement les personnages n'évoluent pas vraiment loin de leur lieu de naissance. Les hobbits ne connaissent que la comté et ont entendu vaguement parler de ce qu'il y a au-delà. Pareil pour Luffy, il connaît très peu le monde au-delà de East Blue. C'est pour ça que la plupart du temps, pour justifier le fait qu'un personnage ordinaire se retrouve à rompre avec la reproduction sociale, on va jouer la carte du hasard ou du destin. Le destin ou le hasard, c'est l'anneau magique dont vous héritez par surprise et le magicien qui apparaît devant votre porte, pour vous emmener à l'aventure dans le cadre du Seigneur des Anneaux. C'est un élément assez fort pour briser le déterminisme social du héros et s'assurer qu'il puisse aller faire son travail de héros tranquillement. Et là, vous allez me dire, mais Luffy, lui, il voulait partir à l'aventure, non ? Et pourtant, il habitait sur une île au milieu de nulle part. Il aurait dû finir boulanger du village ou un truc comme ça. Mais Luffy, il a d'abord été élevé par son grand-père qui était vice-amiral de la marine. Puis il a côtoyé d'autres enfants qui voulaient aussi partir à l'aventure. Il a pu rencontrer un pirate qui est devenu son héros et qui l'a encouragé à partir à l'aventure. Et il a mangé un fruit du démon. Bref, dans les deux cas, Frodon comme Luffy, on a des éléments du monde extérieur à leur histoire ou liés à elle qui vont faire qu'ils peuvent partir à l'aventure dans un monde qu'ils connaissent à peine. Et ça c'est bien pour le lecteur aussi, parce qu'au final on va découvrir le monde avec eux. Et le premier truc qu'on découvre, c'est des enjeux qui souvent les dépassent, bien antérieurs à eux, ou actuels mais qui paraissent lointains. On a fait ce que Gandalf voulait, pas vrai? On a apporté l'anneau jusqu'à Foncombe, alors... J'ai cru, comme vous alliez mieux, qu'on partirait vite. Chez nous. Et là vous vous dites, non mais c'est quoi le lien avec le world building? Parce qu'à l'origine on était parti plus sur de la géographie que de la sociologie. Et bah cette reproduction sociale, elle est liée à des rapports sociaux. Les rapports sociaux, ce sont des relations et interactions entre des personnes ou des groupes sociaux. Et ça, bah ça va influencer le monde où ces relations et interactions ont lieu. La position sociale du héros, qui est liée au monde social dans lequel il évolue, est la cause de cette reproduction sociale. Prenons l'exemple de Frodon. Il a une certaine position sociale dans la comté, qui induit un certain style de vie. Par ailleurs, il aime bien sortir au bar avec ses amis, il envisage sa vie dans une petite maison tranquille, bien loin de tous les problèmes du monde. On est bien sur des rapports, des interactions, des relations entre plusieurs personnages, dans le cas de Frodon. Et ces relations, elles ont lieu dans le monde à un endroit X et pas à un autre. Et ça nous en apprend déjà pas mal sur le personnage, ses envies, sa personnalité, mais surtout sur le monde, même avant le début de l'aventure. Les premières minutes du Seigneur des Anneaux nous montrent notamment beaucoup de choses sur les hobbits et la comté, à travers leurs rapports sociaux, faits d'insouciance, de méfiance envers les étrangers, de fait et de méconnaissance des autres problèmes du monde. Et l'arrivée des Nazgûl dans la comté va incroyablement trancher avec le monde joyeux et vert des hobbits, ce qui va nous en révéler aussi sur le monde au-delà de la comté et sur les enjeux qui se présentent pour nos héros. Dans l'épisode 1 de One Piece, on apprend énormément de choses sur le monde grâce à la différence entre Luffy, qui ne rentre dans aucune case et qui veut devenir pirate, et Kobe qui se retrouve coincé par ses représentations du monde et de l'autocensure qui le garde dans une position sociale particulière. On apprend aussi quelque chose du monde physique, le fait que le monde de One Piece soit essentiellement composé d'eau et d'îles, bah ça ne facilite pas la vie de celui qui veut partir de chez lui. Et on voit aussi comment ça impacte le rôle des pirates, de la marine, et comment Luffy qui est parti avec un petit radeau dans ce vaste monde, bah il est soit complètement fou, soit un peu bête, très courageux, ou les trois. Donc, au-delà de la reproduction sociale, c'est la cause de cette reproduction, et de pourquoi le héros ne veut pas ou ne peut pas quitter son lieu d'habitation, qui est intéressante. Comment fonctionne le monde autour de lui pour lui donner envie de rester ou l'empêcher de partir? C'est la première impression que les lecteurs, spectateurs ou joueurs auront du monde, le point de départ du world building. Ils vont être au final dans une situation similaire à celle du personnage principal, qui ne connaît que son environnement proche et qui est intriqué dans des rapports sociaux avec les personnes autour de lui. Le destin ou le hasard qui force le héros à partir à l'aventure est lié à d'autres éléments du monde, des éléments qui construisent le monde depuis bien longtemps avant qu'ils n'apparaissent.
et ces éléments sont aussi issus d'autres interactions avec d'autres éléments. La lame brisée de Narsil. L'épée qui a ôté l'anneau de la main de Sauron. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, on a l'anneau, et vous savez, si vous avez vu les films, tout ce qu'il implique en termes de géopolitique, mais si vous avez lu le Silmarillion, vous savez qu'il y a un historique encore plus grand et encore plus vaste qui conduit à sa création. Puis si on parle de l'anneau, on est obligé de parler de Sauron, des Nazgûl, et puis ensuite des elfes, des nains et des hommes, etc. Derrière chacun de ces éléments, il y a toute une histoire, et chaque histoire est construite au fil de rapports sociaux. Si on réfléchit bien, c'est astronomique tous ces éléments qui font le monde. Tu m'étonnes que tu puisses passer 60 ans à imaginer tout ce qu'il se passe. D'ailleurs, à partir du Silmarillion, on pourrait produire des dizaines de séries explorant chaque élément du livre. Bref, tous les éléments d'un monde de fantasy nous montrent en fait des rapports sociaux. Dans One Piece par exemple, tous les éléments, que ce soit les océans, les îles, le système politique, etc., nous informent sur l'antagonisme entre les pirates et la marine. Parce que ces différents éléments dans le monde de One Piece sont aussi construits à partir de ces rapports sociaux. Et la découverte de ces rapports sociaux nous informe aussi sur le monde parce que le monde est constitutif de ces rapports sociaux. Ils ont forcément lieu à un endroit et impactent cet endroit, et peut-être que l'endroit va aussi les impacter. Mais cet endroit a aussi été construit par d'autres rapports sociaux, et si on fait le lien avec la partie précédente, peut-être que cet endroit est chargé de symbolique et nous véhicule grâce au répertoire des messages qui nous indiquent des choses importantes concernant les rapports sociaux qu'on observe dans le monde. Reprenons l'exemple de Minas Tirith et de tout le côté symbolique de la cité. Elle est comme ça parce qu'un peuple du monde de la Terre du Milieu, les Dunedains, l'ont bâtie dans le cadre d'un conflit qu'ils avaient avec un autre peuple. Elle est ensuite devenue la maison du roi. Ce qui l'a façonné, c'est autant des rapports sociaux liés à la dimension politique du Gondor et de la grandeur qu'on accorde aux descendants de Númenor, que les conflits de la région avec le Mordor et les hommes des Montagnes Blanches. D'ailleurs, le nom de la cité a changé au cours du temps, passant de Minas Anor, la tour du soleil, à Minas Tirith, la tour de garde, ce qui reflète aussi le rôle de la ville dans la géopolitique locale. Les lieux sont des reflets des rapports sociaux, mais sont aussi au cœur de ces rapports. Amandine. Le feu d'alarme d'Amandine est allumé! L'espoir s'est embrasé. Et on va pas se mentir, dans les œuvres de fantasy, les rapports sociaux qui sont au centre de l'histoire, ce sont souvent des rapports de domination. Entre des royaumes qui se font la guerre pour plus de ressources, un individu qui fait un coup d'état pour avoir une arme surpuissante, ou le seigneur du mal qui veut diffuser le mal, on est globalement sur des gens qui veulent imposer des choses à d'autres gens et ça crée des conflits, plein de conflits. One Piece est un sacré exemple de world building, bâti sur des rapports de domination qui s'étendent sur plus de 1000 épisodes. Quand on découvre le monde au début de l'aventure, on peut se dire pourtant que le world building paraît plutôt simple. Le garçon A, Luffy, qui a toujours rêvé de partir à l'aventure, quitte son île, trouve tout un tas de compagnons et affronte tout un tas de péripéties. Jusque-là, rien de très innovant. Mais les différents éléments du monde vont se distiller sur des dizaines, voire des centaines d'épisodes avant que l'on ait les bases. Et puis 200 épisodes plus tard, on se rendra compte que on les avait pas du tout en fait. Et un point sur lequel Eiichiro Oda est doué, c'est de complexifier au fur et à mesure les rapports sociaux et de les rendre de plus en plus intéressants. Et c'est bien une des raisons pour laquelle on va s'accrocher au monde de One Piece. Au début, on découvre le conflit entre la marine et les pirates. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Puis ensuite, on voit que dans la marine, il n'y a pas que des gentils, et chez les pirates, il n'y a pas que des méchants. Puis ensuite, on découvre les grands corsaires, les hommes poissons, les 4 empereurs, l'armée révolutionnaire, les différents souverains des nations sous l'égide du gouvernement mondial, gouvernement protégeant les dragons célestes, qui cachent tout un siècle de l'histoire. Et le Conseil des 5 doyens, dont on connaît encore très peu de choses aujourd'hui, qui est à la tête de ce gouvernement. Mais attendez, c'est qui ça ? Bref, vous voyez l'idée, le monde de One Piece est construit par une série de rapports de domination au cours de l'histoire. On a de la domination matérielle, c'est-à-dire à base de pognon et de gros bateaux qui tirent avec des gros canons, et on a aussi de la domination symbolique, à base de culture et de construction, pour ne pas dire manipulation de l'histoire. Mais ça passe aussi par certains lieux comme Marijois, qui est le domaine des dragons célestes situé au-dessus du monde pour bien symboliser leur domination. Tout est construit politiquement et socialement, mais ça impacte aussi le monde physique.
お前たちは何も探知していない。何も傍受していない。ルシア王国、そんな国はもともとないではないか。Et bien sûr, c'est aussi comme ça dans notre monde. Il y a différentes sortes de dominants et de moyens de domination symboliques ou matériels dans la société. S'il y a un séparatisme, s'il y a des Français qui font sécession avec les autres, c'est bien précisément les plus riches en s'appropriant les richesses et les pouvoirs. Par ailleurs, un exemple frappant dans One Piece de rapports sociaux de notre monde qui se répercutent dans l'œuvre est visible au travers du traitement des personnages féminins. Même si Eiichiro Oda a le mérite de ne pas faire de personnages love interest et d'avoir créé des personnages féminins avec des personnalités et des histoires complexes, le traitement des corps dans One Piece est désastreux, les femmes étant constamment ramenées à leur beauté ou leur tenue étant constamment sexualisée. Dans l'arc de One Piece en cours, il n'y a aucune raison pour que Nami et Robin soient habillés comme ça, si ce n'est que c'est le marqueur du sexisme de l'auteur. Peut-être que les gens viennent voir One Piece pour les combats, l'humour, et peut-être qu'ils suspendent leur incrédulité parce que le monde, bien que complètement déjanté, leur paraît plausible avec les éléments qu'on leur donne. Mais ce qui donne envie de s'engager avec le monde, de vraiment s'engager, est-ce que ce ne serait pas, et peut-être que je me trompe, ces rapports sociaux que l'on reconnaît et qui nous intriguent, nous questionnent, nous choquent, bref, nous rappellent aussi ceux de notre monde. Notre monde n'est pas chaotique, il fonctionne selon des sortes de règles tacites, et nos rapports sociaux sont définis par ces règles. En voyant un monde reprenant nos rapports sociaux, même si le monde paraît totalement invraisemblable, on va quand même reconnaître ce qu'on voit, et cela va contribuer à donner du sens dans ce monde et à nous aider à nous y engager, en tout cas à y croire. D'autant plus que le monde est façonné, comme on l'a dit, par ses rapports sociaux. Donc découvrir le monde, c'est découvrir ses rapports et comment le monde s'imbrique avec eux. Ces rapports sociaux façonnent le monde de One Piece, qui est une sorte de patchwork, de toile qui les reflète, et on prend plaisir à les découvrir autant l'un que l'autre. Mais est-ce qu'il ne manquerait pas un truc ? La raison que quelqu'un va vous citer quand vous allez lui demander pourquoi il aime le monde du Seigneur des Anneaux ou de One Piece, ce n'est pas « j'adore les conflits » ou « les rapports sociaux, c'est super intéressant ». Non, ça sert à la construction du monde, des personnages, du récit. Ça permet de créer de l'intérêt et de l'engouement. Mais c'est différent de l'engagement dans le sens attachement. C'est différent d'aimer un monde et de l'aimer au point de passer 10 heures sur le wiki pour être sûr de connaître le lore par cœur. Comment on atteint l'objectif du world building ? C'est quoi l'engagement ultime ? Les personnages de ces histoires avaient 36 occasions de s'en retourner, mais ils ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route. Parce qu'ils avaient foi en quelque chose. En quoi avons-nous foi, Sam ? Il y a du bon en ce monde, Monsieur Frodon. Et il faut se battre pour cela. Vous savez ce que j'avais évoqué ? Que le lecteur construit le monde au fur et à mesure de la lecture du récit. On appelle ça l'horizon. Le lecteur va imaginer ce qu'il trouvera derrière l'horizon, avec ce qu'il connaît déjà du livre, et il va actualiser sa représentation au fur et à mesure qu'il découvre le monde. C'est cet horizon qui fait que l'on va, en lisant une œuvre, ou en la regardant, faire nous-mêmes une sorte de world building au fur et à mesure que l'on découvre les éléments du récit, que l'on fait de nouvelles connexions. Pour reprendre ce qu'on a dit précédemment, à travers cet horizon, on va découvrir des représentations et des symboles issus d'un répertoire qui vont nous permettre de nous attacher au monde, ainsi que la réutilisation de rapports sociaux que l'on connaît également et qui ancrent les relations entre les éléments dans des dynamiques fixant les enjeux de l'histoire autant qu'ils participent à la construction du monde et à le rendre riche, crédible et réel à nos yeux. Et ensuite, c'est quoi le but ultime du world building ? En géographie, mais aussi dans d'autres sciences humaines et sociales, on a un concept qu'on appelle le sense of place. Et on le prononce à l'anglaise parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent français. On pourrait dire le sens du lieu, mais c'est pas vraiment ça. Le sense of place, c'est un sentiment, une émotion, qui est liée à l'environnement et les caractéristiques physiques d'un lieu, la mémoire et les connotations qui y sont liées,
les activités dans ce lieu, les interactions sociales associées au lieu. Et c'est un peu difficile à expliquer parce que le sense of place, ça se ressent. Est-ce que vous vous êtes déjà fortement attaché à un lieu ? Ce fameux « je me sens chez moi » ou « c'est mon endroit préféré » ? Ou est-ce qu'au contraire vous êtes déjà entré dans un lieu en vous disant que vous n'étiez pas du tout à votre place ? C'est ça le sense of place, c'est une combinaison de la signification que vous donnez à un lieu et de votre attachement pour ce lieu. Le sense of place est souvent utilisé dans le cas d'un attachement positif à un lieu, et au final c'est ce que chaque auteur ou scénariste ou maître du jeu cherche à obtenir lors d'un world building. Est-ce que la finalité, l'engagement ultime du lecteur, spectateur ou joueur de JDR, ce n'est pas au final d'avoir un sense of place du monde qu'on lui présente ? On voit souvent ça dans les jeux vidéo. Si vous parlez à quelqu'un qui a parcouru le monde de Skyrim ou de Breath of the Wild pendant des centaines d'heures, il y a des chances qu'il vous parle de son attachement pour ces mondes qu'il a découverts petit à petit. Et quand on demande à des gens qui aiment vraiment le monde de One Piece ou du Seigneur des Anneaux ce qu'ils aiment, ils vont répondre sous forme d'émotion, de ce qu'ils ressentent, de la signification que ça a pour eux, ou de l'attachement. On dit aussi que le sense of place peut être caractéristique de l'identité. Et c'est peut-être le cas ici aussi. Chez vous, vous avez peut-être un t-shirt Seigneur des Anneaux ou des figurines ou posters One Piece. Ce sont des choses qui participent à votre identité, à vous caractériser. Là, on pourrait débattre du fait que c'est l'œuvre en elle-même et pas tant le monde de l'œuvre qui vous caractérise, mais après tout ce qu'on vient de dire, est-ce que vous pensez vraiment qu'une œuvre peut être la même sans son monde ou que le monde n'est pas un reflet de l'œuvre ? Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de vers et d'odeurs de moisie. C'était un trou de hobbit, ce qui signifie de la bonne nourriture, un feu dans l'âtre et tout le confort d'un foyer. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui créent de l'attachement, un sense of place pour un monde ou une œuvre, et beaucoup de ces choses sont aussi liées à notre vécu et à notre expérience personnelle de l'œuvre. D'autres personnes travaillant en sociologie ou psychologie, pour ne citer qu'eux, auraient sans doute d'autres choses à apporter. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres théories personnelles sur pourquoi on s'attache à un monde ou pourquoi est-ce que vous vous attachez à un monde. Ici, on est dans une dimension très personnelle du sense of place, mais c'est aussi quelque chose qui se construit par nos propres relations sociales et notamment le partage. Et c'est aussi le cas d'œuvres de fantasy, où des forums, vidéos ou autres supports vont permettre à des fans de partager leur vision du monde de One Piece ou du Seigneur des Anneaux, leurs théories et même leur propre histoire. Et au final, pour certaines personnes, ces échanges vont modifier leur world building et la manière dont ils vont comprendre le monde et vouloir s'engager avec. Peut-être même qu'ils vont développer un sense of place parce qu'ils vont pouvoir le partager avec une communauté. Au final, ce n'est pas tant au monde qu'on nous offre qu'on croit, mais plutôt en notre propre world building, en notre sense of place des terres du milieu ou du monde de One Piece, qui sera à la fois très personnel mais aussi proche de celui de plusieurs centaines, milliers ou millions d'autres personnes. Et je trouve que les mots de la géographe Doreen Massey permettent de conclure parfaitement cette partie. Dans cette perspective, il est possible d'envisager une alternative à l'interprétation du lieu. Ce qui donne ses spécificités au lieu n'est pas une longue histoire, mais le fait qu'il est construit par une constellation de relations sociales, de rencontres qui se tissent en un centre particulier. Si quelqu'un dans un satellite dirigé vers la Terre pouvait contenir dans son esprit tous ces réseaux de relations sociales, de mouvements et de communication, alors chaque lieu pourrait être vu comme particulier, unique, un point d'intersection. C'est en effet un lieu de rencontre. Faire du world building, en fait, c'est un peu faire de la géographie. Mais ça, je ne sais pas si le monde est prêt à l'entendre. En tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo, je vous aurai permis d'avoir une autre vision des mondes de fantasy. Les mondes du Seigneur des Anneaux et de One Piece ne sont au final pas si différents dans leur fond, mais aussi dans leur forme. Et si nous arrivons autant à nous engager avec eux, c'est parce qu'ils nous renvoient à des choses de notre propre monde, qu'ils nous procurent grâce à ça des émotions qui vont créer un attachement. J'aurais bien entendu pu faire la même chose avec des œuvres de science-fiction, mais cela me paraissait intéressant de faire le parallèle entre ces deux œuvres éloignées culturellement, temporellement et géographiquement, mais que j'affectionne particulièrement. Mais maintenant qu'on a dit que ces mondes nous indiquent des choses de notre propre monde, ça mérite qu'on y regarde à deux fois lorsqu'on nous présente un monde dans une œuvre de fiction. Notamment les questions que ce monde nous invite à nous poser. Pourquoi les choses sont-elles comme ça et pas autrement ? Est-ce que l'auteur a voulu nous dire quelque chose consciemment ou inconsciemment ?
Qu'est-ce que cela révèle de notre propre monde et de notre rapport à lui? C'est ce qu'on verra dans d'autres vidéos sur Pop Géographie.